Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe dans lequel on recevra le dessinateur de presse Nicolas Vado qui a publié Tous confinés, le confinement, la course au vaccin, les menaces sur nos libertés individuelles et même le palais de justice de Bruxelles rénové grâce au coronavirus. On parlera également de tout cela avec Asita Kanko, députée européenne et membre de la NVA. Voici Station Europe. Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles où l'on va respecter bien sûr les règles sanitaires et de distanciation. Et je vous présente tout d'abord Nicolas Vado. Merci d'être avec nous. Vous êtes dessinateur de presse. Vous travaillez pour le journal L'Écho, pour le magazine Le Vif, l'Express. Et vous êtes obsédé par Donald Trump, à qui vous avez d'ailleurs consacré un album. Et puis vous ne pouviez pas passer évidemment à côté du confinement. Vous avez publié Tous confinés. Ça ressemble à quoi la vie, le travail d'un dessinateur de presse en confinement ? C'est la même vie que d'habitude parce que nous, on est confinés toute l'année puisque moi, j'ai toujours travaillé chez moi. Le télétravail, je connais. J'ai habité 6 ans à l'autre bout du monde en Australie tout en travaillant pour la presse belge. Donc la distanciation sociale, pour moi, c'était pas une nouveauté. La nouveauté, c'était d'avoir toute ma famille à la maison avec moi. Ça, c'était plus gênant. Alors, j'ai épinglé une série de 3 dessins qui caricaturent la vie quotidienne en confinement. Ce sont 2 couples de voisins qui se retrouvent sur leur balcon. Alors, premier dessin, et vous partez où pour les vacances de Pâques ? Ah, on hésite entre le salon et la salle à manger. Deuxième dessin, et vous partez où pour les vacances de Toussaint ? Réponse, oh, le salon c'est surfait, on va tenter la buanderie. Et puis troisième dessin, et vous partez où pour la Noël ? Au grenier, chercher les vieux Playmobil skieurs. Et pour la piste, eh bien, on incline la table basse. Alors, ça fait sourire, mais ça montre aussi un peu la monotonie et peut-être la lassitude des citoyens aujourd'hui. Et vous pouvez en ajouter un 4e que j'ai publié cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler dans le vif, où là, ils sont habillés quasiment en cosmonautes polaires à cause de la vague de froid. Et ils disent, vous partez où pour les vacances de carnaval ? Bon, on va regarder le dernier film de George Clooney sur Netflix. Donc j'ai continué parce que je trouve qu'il y a un côté... j'ai fait mes petites cathédrales de Monet, si vous voulez, vous voyez, où les meules de Monet, ils dessinaient, ils peignaient la même chose pendant une saison pour montrer comment le temps s'écoule. Et ici, le temps s'écoule, mais dans une temporalité interminable en fait, puisqu'on est cloîtré chez nous, et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Le premier dessin, je l'ai fait au moment du premier confinement en avril, parce que je pensais comme tout le monde que 2 mois après c'était fini. Manque de bol, c'était pas là, et je me suis dit, je vais recommencer, je vais garder exactement le même dessin, la même trame, sauf que je vais juste changer les vêtements des personnages et puis la végétation pour montrer ce temps qui s'écoule. Il s'écoule, mais nous, on ne bouge pas. Et donc, il y a un côté à la fois rigolo, ça plaît beaucoup aux gens, mais il y a un côté un peu terrifiant parce qu'on ne bouge plus. Et il y a quelque chose que je trouve épouvantable dans cette crise, notamment, c'est le fait de ne plus pouvoir voyager, parce que le voyage, c'est l'altérité, c'est aller vers l'autre. Et j'ai l'impression qu'on est en train de tous se recroqueviller sur notre nombril. Et ça pose un problème pour la crise, pour ce qui va venir après. Alors, il y a quand même un bon côté au confinement, c'est que ça fait marcher les fast-foods. Ça fait marcher les fast-foods. Ça, j'avais fait ce dessin-là aussi à la réouverture. J'étais très choqué par ça. Oui, ce dessin où vous dites les fast-foods rouvrent leur drive-in. Avec le virus, j'ai perdu tout sens de l'odorat et du goût, dit le client. Ça tombe bien, dit le vendeur. Oui, parce que j'étais très choqué. Tous les restaurants étaient fermés. Les premiers qui ont ouvert, même si c'était en drive-in, c'était les fast-foods, c'est-à-dire la non-restauration, en fait. Et je pense qu'il y a une composante de cette crise qui n'est pas assez évoquée. Est-ce que le coronavirus ne serait pas en tout cas dans sa comorbidité, une conséquence de la malbouffe, parce qu'on s'aperçoit qu'une des comorbidités du coronavirus, c'est l'obésité, c'est la tension artérielle, c'est le diabète, et ça, c'est une conséquence de la malbouffe. Ce qui m'a frappé récemment, j'ai un copain qui a passé 1 mois au Tchad pour le travail, au mois de novembre, et il m'a dit,
là-bas, il n'y a pas de masque ou rien du tout. Et pour eux, le coronavirus, pour les Africains d'Afrique noire, pour eux, le coronavirus, c'est une maladie occidentale. Parce qu'une maladie due à la malbouffe, à la pollution atmosphérique et tout ça, qu'ils n'ont pas chez eux. Ils ont bien d'autres fléaux, mais ça n'y est pas. Et donc, je pense qu'il y a des crises qui vont arriver et des causes de cette pandémie qui n'ont pas été assez, je trouve, mises en avant. Et vous dessinez également la course au vaccin, et on ne peut pas dire que l'Europe fait la course en tête. Encore une fois, on patauge. C'est un peu. J'ai fait un dessin l'autre jour sur la multiplication des vaccins. N'est pas Jésus-Christ qui veut. C'est-à-dire, on n'y arrive pas. Mais d'un autre côté, il faut aussi replacer les choses dans une historicité, une temporalité. Un vaccin, ça prend 8 à 10 ans en principe à être mis en place. Et là, grâce à une coopération internationale extraordinaire, on arrive à mettre ça en place au bout d'un an et quelques. Donc, il ne faut quand même pas tirer sur l'ambulance. Mais l'Union européenne n'est pas sur le podium. L'Union européenne n'est pas sur le podium, mais il y a quand même eu une prise de conscience européenne. Le grand débat qui va se poser pour l'Union européenne par rapport à ça, c'est l'Europe de la santé. Parce que les europhobes ont dit oui, mais on voit l'Europe ne fait rien. Bah oui, sauf que la santé n'est pas une compétence européenne. Donc il faudrait que l'Europe de la santé se mette en place. On a un premier embryon pour préparer les prochaines crises. Mais je pense que cette crise a été un révélateur pour plein de choses, et notamment les carences en termes d'Europe de la santé. Alors, on va en parler précisément avec Asita Kanko, députée européenne. Vous êtes d'accord de la recevoir ? Oh ben tout à fait, je l'ai reçue dans une autre émission pendant une demi-heure il y a quelques mois, donc elle est tout à fait... Eh bien, on va voir si ça fonctionne bien toujours entre vous. On reçoit Asita Kanko, qui est députée européenne. Elle vient du Burkina Faso, elle a émigré aux Pays-Bas avant de s'installer en Belgique, à Bruxelles. Asita Kanko, merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir tomber le masque quand vous êtes assise. Alors, je vous présente Nicolas Vado, que vous connaissez d'ailleurs. J'ai oublié de dire que vous étiez membre de la NVA. Et d'abord, une question qui doit vous agacer, parce qu'on a dû vous la poser 1000 fois. Est-ce que vous êtes l'alibi de ce parti pour prouver que la NVA n'est pas contre l'immigration ? Non, ça ne m'agace pas, ça me surprend tout simplement. Je pense que c'est très facile d'expliquer que ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que je participe au débat. Parce que j'ai été dans le top 10 en termes de voix de préférence en Flandre avec près de 86 000 votes. Et parce que depuis que je suis ici, j'ai gagné le respect de mes collègues et j'ai obtenu des résultats. Et ce serait très difficile. Je pense que ce ne serait pas très malin pour quelqu'un de me considérer comme un alibi. Parce qu'il s'est détrompé bien vite. Mais vous dites très souvent que le problème, ce n'est pas l'immigration, le problème, c'est l'intégration à Bruxelles, notamment. Bien sûr. Je pense que la plupart des gens, moi j'ai sillonné la Flandre, la plupart des gens que je rencontre, que ce soit ici ou dans les pays voisins, ce ne sont pas des gens qui sont contre l'immigration. Ils sont juste pour une immigration contrôlée, organisée, et ils sont pour une intégration réussie. Je ne comprends pas pourquoi c'est difficile de demander ça. Donc l'Union européenne a un grand défi, c'est de faire en sorte que la politique migratoire soit enfin quelque chose qui existe et dont on a le contrôle. Je crois que c'est important. Et demander aux gens de s'intégrer, c'est pas grave. C'est très bien pour les gens qui arrivent et c'est très bien pour les populations qui étaient déjà ici. Je pense que c'est un atout dans la société d'apprendre la langue, de s'impliquer dans la société et de s'intégrer d'un point de vue économique, de respecter nos valeurs, l'égalité entre les femmes et les hommes et de savoir que sa religion et sa culture ne sont pas au-dessus des lois. C'est vraiment très facile. Quand vous dites qu'il y a des problèmes d'intégration, ce sont les immigrés, familles d'immigrés qui ne s'intègrent pas, qui ne font pas assez d'efforts, ou est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui ne les aident pas à s'intégrer? J'ai toujours dit que c'est une responsabilité partagée. Déjà, en tant que personne issue de l'immigration, moi, je sais ce que je dois faire dans la société. Je dois apprendre la langue, trouver un emploi, trouver ma place et faire comme ici. C'est ça qu'il faut faire. Et être reconnaissant parce que c'est une chance qu'on m'accueille. Si on vous accueille quelqu'un vous accueille dans sa maison, mais vous respectez sa maison. C'est aussi simple que ça. Par contre, les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer. Quand les gens sont bien intégrés, il faut les accepter. Il faut les accepter et les considérer comme toute autre personne qui était déjà ici. Mais il y a aussi des efforts à faire, pas seulement pour les populations immigrées, mais pour tout le monde. Il faut créer des chances et des opportunités dans la société, des opportunités économiques, des opportunités sur tous les plans. Et à ce moment-là, que ce soit les personnes qui sont issues de l'immigration ou non, tout le monde a des avantages. Une réaction, Nicolas Vado? Oui, mais j'ai déjà eu ce débat avec Asita Kanko il y a quelques mois sur une autre chaîne. Un débat vif?
C'était un peu vif, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle, enfin pour vous, parce que vous êtes devant moi. Le fait que vous parliez couramment les 2 langues nationales du pays. Mais je reste quand même sur le constat qu'on avait fait il y a quelques mois. Je pense que vous n'êtes pas dans le bon parti par rapport à ce que vous êtes. Je me souviens, on avait eu une discussion, vous m'aviez dit que vous avez quitté le MR parce que selon vous, le MR était un parti de vieux mâles blancs. Et Ah bon? le constat est assez juste, je pense, mais je pense que vous êtes plutôt à la NVA par défaut que par conviction. C'est mon avis, en tout cas. Maintenant, vous m'avez soutenu le Par contraire. défaut. Et je Wow. comprends, mais voilà. Mais écoutez, je vous trouve... Enfin, je suis de bonne humeur, donc je ne vais pas vous sauter dessus. Hein. Ça va. Mais moi aussi, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous diriez alors à un homme blanc hein, de 60 ans qui est au Parti socialiste? Franchement, si les femmes noires de mon âge ne peuvent pas être de droite, je ne comprends pas pourquoi il y a des hommes blancs au Parti socialiste. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous dis, c'est que la NVA est un parti nationaliste. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est partir du principe que l'endroit où l'on est né nous définit à vie et nous rend différents des gens qui sont nés ailleurs. C'est ça le nationaliste. Moi, je suis pas du tout nationaliste. Comme vous, j'ai plusieurs cultures et moi, j'ai un gros problème avec le nationalisme en lui-même et avec la NVA en particulier. Mais, en fait, je crois que si on va aux États-Unis aujourd'hui et qu'on parle de libéralisme, ils comprennent autre chose. Même quand on va en France, j'ai constaté que quand on disait aux Français, mais moi je suis libéral, ils comprenaient autre chose. Et donc les mots, moi je ne vais pas me cacher derrière les mots. Oui. La réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot nationaliste veut dire beaucoup de choses en fonction de qui en parle, de qui y pense. Que veut dire le nationalisme pour moi et pour mon parti? Ça veut dire du patriotisme, ça veut dire l'amour de la Flandre, ça veut dire en fait être fier de qui on est. Et donc je ne vois pas ce qu'il y a de mal en ça. Les Français aiment la France et je trouve ça magnifique. Moi je suis née au Burkina Faso, on aimait le Burkina Faso tous les matins, on saluait le drapeau sous Thomas Sankara et ça a été les plus belles choses de mon enfance parce que je savais qui j'étais et de quoi je devais être fière. Alors aujourd'hui je me suis intégrée en Flandre, je suis noire, je suis une femme, mais je suis avant tout une flamande parmi les autres. Et notre nationalisme, il est inclusif. Je veux dire, il n'y a pas de mal à être patriote et c'est ce que je suis. Et je ne serai jamais allée dans un parti qui n'aime pas les autres. Aujourd'hui, on demande juste aux gens, parlez notre langue, respectez aussi nos choix politiques et faites en sorte que notre voix soit entendue. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Je dis pas de mal, mais je vous renvoie à la phrase célèbre de Romain Gary qui a dit que le patriotisme, je la connais, cette c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Remplacer le mot patriotisme par le mot nationalisme dans le même sens, parce que c'est ce qu'il veut dire. Et je crois que ça, c'est juste un problème d'interprétation. Et quand on regarde ce que la NVA fait, nous avons la première femme ministre, mais vraiment pleinement ministre au gouvernement flamand, qui est d'origine turque. Nous l'avons eu, Zoual Demir, au gouvernement fédéral aussi comme secrétaire d'État. Je suis la première personne de couleur qui est députée européenne dans ce pays. Et donc, il y a des gens qui ont la bouche, là maintenant je vais le dire, ça va sonner comme du flamand, qui ont la bouche pleine d'intégration, de chance, d'opportunités, d'ouverture. Nous, on en a le cœur plein. Ça, c'est mieux. Alors, on va parler... Parce qu'on le fait vraiment. On va parler du vaccin. L'Europe et la Belgique, elles se débrouillent comment, selon vous? C'est pathétique. Quand je vois tout ça, j'estime que l'Europe avait la possibilité ici de démontrer aux États membres qu'elle a une vraie valeur ajoutée. Je crois que c'était une très bonne démarche de vouloir le faire ensemble. Malheureusement, l'Europe a été en panne à un moment donné. Et d'ailleurs, von der Leyen a confirmé hier, a fait son mea culpa hier. Je trouve que c'est vraiment honteux et c'est triste. Et quand je regarde la dépendance qu'on risque d'avoir aussi par rapport à la Russie dans cette situation, je m'inquiète. Parce que la Russie va utiliser son vaccin tout comme il utilise son énergie pour nous dominer. Il y a une géopolitique des vaccins. Justement, il y a un problème géopolitique qui va arriver, mais il y a aussi le fait qu'on est vraiment ridicule. Et pas seulement sur la question du vaccin, mais sur plein d'autres sujets. On n'arrive pas, en tant qu'Union européenne, à montrer notre force et notre unité. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais comme vous le dites, l'Europe a quand même montré une solidarité. Elle a décidé d'acheter ensemble à 27 des vaccins. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a du retard à l'allumage. 3% des Européens qui sont vaccinés, 15% des Britanniques, 35% en Israël, même 10% de citoyens aux États-Unis, l'Amérique de Trump vaccine plus que l'Union européenne. Oui, et je trouve ça dommage. On ne sait même pas, quand on demande aux gens quand est-ce que vous serez vaccinés, ils ne savent pas bien. Donc j'entends ici le Premier ministre dire que ça avance bien, mais en réalité,
on est très loin derrière beaucoup d'autres pays au sein de l'Union européenne. Donc c'est dommage, c'est inquiétant. En plus, le Parlement ne devrait pas être exclu de ce débat. Aujourd'hui, on voit que von der Leyen se concentre sur quelques groupes politiques ici pour discuter, mais en réalité, venez au Parlement, faites confiance aux députés qui sont élus par le peuple. C'est le seul organe vraiment démocratique ici. Mais ce que vous dites, c'est que la Commission européenne prend des décisions sans tenir compte suffisamment du Parlement européen. Et même scénario quelque part en Belgique, oui. Le gouvernement belge prend des décisions, prend des mesures sans passer par le Parlement. Donc ça pose des questions sur le fonctionnement de la démocratie en Belgique en particulier. Ça pose de sérieuses questions sur le fonctionnement de la démocratie, mais ça ne démontre pas non plus la valeur ajoutée de la démocratie. Donc il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement qui sont de bonnes mesures, hein, mais quand il n'y a pas eu une démonstration de l'aspect démocratique au Parlement, c'est difficile pour les citoyens de comprendre et de suivre. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je vous rappelle, hein, parce que tout le monde a tendance à oublier, que c'est un gouvernement qui est minoritaire du côté flamand. Donc, les partis qui sont au gouvernement ont en fait perdu les élections. Et il faut quand même tenir compte du plus grand parti de Flandre qui est dans l'opposition et qui a aussi une opinion et beaucoup d'expertise. Je pense qu'ici, il ne s'agit pas de gagner sur le dos d'un problème de santé majeur. Il s'agit surtout de faire ce qui est bien pour qu'on puisse tous ressortir, pour qu'on puisse tous faire notre travail. Il y a des gens qui perdent leur travail en ce moment. Il y a des gens qui n'ont plus, qui ont des frais fixes et qui ne savent pas comment s'en sortir. Moi, ma mère, elle est aide-ménagère. Aujourd'hui, pour les aides-ménagères, pour les aides-soignantes, pour les infirmiers, pour les coiffeurs, pour tous ceux qui ont eu le courage de faire un travail qui ne rapporte déjà pas beaucoup, mais qui a un impact dans notre société, c'est vraiment difficile. Je crois qu'on doit voir le bout du tunnel. Vous avez publié un dessin où l'on voit le virus qui tient une conférence, et la conférence porte le titre « Comment préparer la population à l'émergence d'un régime totalitaire ». Vous aussi, vous avez peur des conséquences sur les libertés individuelles ? Alors d'abord, ça, c'est un dessin que j'ai fait au mois de mars 2020, donc vraiment pendant le premier confinement, parce qu'il y a une différence entre le premier confinement et la suite, c'est-à-dire qu'au début, le premier confinement, on ne savait pas ce qui nous arrivait, et c'est-à-dire pour le même prix, on pouvait avoir Ebola ou un truc comme ça, et donc il fallait des mesures d'urgence parce qu'on pensait tous que 2 mois après, ce serait fini. Hein. On se disait quand même tout ça, on espérait, c'était du wishful thinking, comme on dit en anglais. Mais voilà, après, on s'est rendu compte que non, et ça pose des questions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites par rapport au Parlement, et heureusement, le débat commence à venir maintenant, parce qu'en effet, le Parlement, que ce soit en Belgique ou à l'échelon européen, il a été un peu court-circuité, et maintenant, on s'aperçoit qu'il va falloir quand même prévoir la suite, d'abord sortir de cette crise-là, mais surtout prévenir les prochaines pandémies et qu'on ait un arsenal juridique qui tienne la route. Maintenant, pour ce qui est de la suppression des libertés, je ne pense pas qu'il y ait un grand méchant loup derrière qui tire les ficelles et qui veuille absolument faire de nous des êtres emprisonnés. En revanche, il y a des choses qui me posent énormément de problème, notamment l'obligation du port du masque partout en rue, même dans des rues désertes. Je trouve que c'est un énorme problème, c'est une infantilisation de la population qui me pose un énorme souci. Et je pense que dès le début, on a voulu trop infantiliser les gens. Et quand on leur dit « vous devez faire ça, parce que vous devez faire ça, sinon c'est mal », on confond la morale et la loi, et c'est ça qui ne va pas. Donc c'est ça que je voulais mettre dans ce dessin-là, qui, je vous rappelle, a été fait il y a quasiment 1 an, parce que à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de débat par rapport au déficit parlementaire, mais maintenant il y est, et heureusement qu'il y est. Alors, cela dit, Asita Kanko, vous critiquez, et c'est bien normal, le gouvernement actuel, mais quand on regarde les sondages, on voit que les Belges et même les Flamands en Flandre considèrent très positivement Alexander De Croo. Il est même devenu plus populaire que Bart De Wever. En fait, c'est le cas pour tous les premiers ministres. Hein. Donc, si on regarde bien, quand on devient Premier ministre, on devient automatiquement aussi populaire en Flandre. Ça a été le cas pour Charles Michel, ça a été même le cas également pour Sophie Wilmès, et c'est le cas aujourd'hui pour Alexander De Croo. Il n'est pas tombé un peu du piédestal, quand même, Bart De Wever ? Non, quand même pas. On a gagné les élections, on ne fait rien sans qu'on nous parle de nous. On est évidemment dans une position aujourd'hui, on est dans l'opposition alors qu'on a gagné les élections. Donc ce qu'on va faire, c'est continuer à travailler. Et dans tous les parlements, nos députés font du très bon travail. Moi, je suis très fière. Je reviens, peut-être que je ne suis pas rancunière, hein, mais je n'arrive pas à digérer le fait que M. Vado dit que je suis... Écoutez, j'ai quitté le MR parce que ce n'était pas mon parti.
j'ai fait d'autres choses. J'ai créé un mouvement cross-party pour les femmes, l'incubateur politique où tout le monde a participé pour augmenter le nombre et l'influence des femmes en politique. Et j'ai rejoint la NVA de Bart de Wever, en partie grâce à ce que représente Bart de Wever et à ce que représente son fondateur Geert Bourgeois, qui est aujourd'hui mon collègue au Parlement européen. Pourquoi? J'ai fait un choix positif parce que c'est le parti qui défend les valeurs des Lumières, qui a une position claire et qui n'hésite pas. Donc moi, je pense qu'en politique, il ne faut pas mâcher ses mots, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, parce que si on n'a pas un dialogue honnête, on ne pourra jamais avancer. Alors, Assita Kenko, à côté de vous, il y a 2 enveloppes avec une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez c'est pas lui qui a rempli les enveloppes, non? Non, c'est pas lui. J'en ai aussi, regardez. Il y en a aussi. C'est comme dans Matrix, c'est la pilule bleue et la pilule Vous prenez rouge. la mauvaise question ou la bonne? Waouh! Pourquoi il y a une enveloppe verte et une enveloppe rouge? Ah, ben la verte, c'est la bonne. La rouge, c'est la mauvaise. Elle doit en choisir N'ayez qu'une pas ou elle doit peur. prendre les deux? Ah non, elle peut en prendre qu'une, bien sûr, c'est le jeu. Vous voulez que je choisisse pour vous? Bon, comme j'ai beaucoup de respect pour Elio Di Rupo. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe, mais je préfère la couleur rouge à la couleur verte, donc je prends celle-là. Ok, alors, est-ce que vous pouvez l'ouvrir et la lire à haute voix, sans crainte? D'accord. Le plan de relance doit-il sauver le palais de justice de Bruxelles? Alors, je rappelle qu'il y a un plan de relance européen de 750 milliards pour aider les économies en difficulté. Il y a 6 milliards qui vont aller à la Belgique, 400 millions qui vont aller à Bruxelles. Et parmi ces 400 millions, 60 millions qui vont servir à enlever les échafaudages du palais de justice de Bruxelles. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de gens qui se disent est-ce que cet argent devait aller à ça? Vous savez, il y a des gens qui n'étaient même pas encore nés et qui ont peut-être bientôt, qui ont déjà voté. Hein. Je pense que ça fait tellement longtemps que ce palais de justice existe. Je crois que c'est qu'il faut faire au niveau, en tout cas pas seulement de ce palais de justice, mais de la justice à Bruxelles. C'est beaucoup plus que changer les échafaudages. Il faut aller vraiment au fond des choses et faire en sorte que la justice soit quelque chose qui existe réellement dans la vie des gens. Quand on voit tous les problèmes qu'il y a à Bruxelles, avec les problèmes d'impunité, avec les jeunes qui ne respectent rien, qui ne respectent pas la police, qui ne respectent pas l'ordre public, qui ne respectent pas tout ce qui est règlement, qui sont allergiques à tout ce qui est état de droit, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire que ça. Maintenant, le plan de relance, nous avons eu nos critiques à ce sujet. Je crois qu'il faut pas juste vouloir mettre du vernis dans la société. Je pense que c'est bien hein, que l'Union européenne ait eu ce projet. Mais je crois aussi qu'il faut penser aux générations futures. Quelques jours avant le débat ici, j'étais en voiture avec ma fille qui a 13 ans et je lui ai dit, écoute Axel, est-ce que tu sais que tu as déjà des dettes? Et elle était en train de lire une BD. Hein. Elle m'a dit, oh, vraiment, j'ai des dettes? Et je lui ai dit, bah oui, sur base des décisions qu'on est en train de faire maintenant. Et on parlait justement du budget et des problèmes de finances à la radio. Et elle a écouté, elle a dit, mais il faut surtout prendre de bonnes décisions parce que je n'ai pas envie d'avoir des dettes. Nicolas Wadeau, ne soyez pas jaloux. Vous aussi, vous avez une bonne Vous avez pris le question rouge, bah, je vais prendre le vert alors comme et ça. une mauvaise ça, je m'en question. doutais, là, oui. Vous pouvez la lire à haute voix. Mais j'ai pas d'enveloppe, moi. Vous n'avez pas Ah, d'enveloppe? d'accord. Non, mais c'est des restrictions. ça... Faut-il confiner Donald Trump à vie? Peut-être que j'aurais dû prendre celle-là. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faille confiner qui que ce soit à vie, pas plus Donald Trump que quelqu'un d'autre. Commencez à vous présenter en disant que vous êtes obsédé par Donald Trump. Non, je ne suis pas obsédé par C'est quand Donald même un Trump. peu Mais c'est un vrai. fan. Hein, de Non, Donald je ne Trump. suis pas obsédé par Donald Trump. Ce qu'il y a, c'est que Trump m'a un peu piqué mon métier, c'est-à-dire qu'avec lui, c'est plus de la caricature, c'est de l'observation, tout simplement. Et je pense que Donald Trump est le symbole et le symptôme d'une époque. J'avais, quand j'étais plus jeune, un poster des Simpsons dans ma chambre et qui disait juste le produit d'une société qui a perdu ses bonnes valeurs. Ben, je pense que Donald Trump, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que... On nous a toujours dit, oui, c'est un très bon client pour vous, Donald Trump. En fait, non, c'est pas un bon client parce que... Pour les caricaturistes. Justement, pour un caricaturiste, parce que nous, on essaie justement d'aller derrière le discours officiel. C'est pas qui possible essaie- de le caricaturer, en fait. Mais oui, nous, quand un politicien ou une politicienne parle, on essaie de voir ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas. Mais lui, en fait, tout est devant nous. Et donc, je vous dis, c'est juste de l'observation. Donc, c'était en effet assez jouissif de le dessiner, mais en fait, je trouve que ça va être plus intéressant journalistiquement de dessiner la présidence de Joe Biden que celle de Donald Trump. Alors, Trump et l'Europe, ça a toujours été très compliqué. Hein, il y a un dessin que vous avez publié d'ailleurs où l'on voit Donald Trump qui prend Boris Johnson, petit enfant, dans ses bras et qui dit bah, « j'aime cet enfant ». Il faut rappeler que Donald Trump avait salué la Grande-Bretagne pour le Brexit et encouragé d'ailleurs d'autres pays européens à suivre l'exemple britannique. Mais oui,
Alors, ceci dit, c'est pas que Donald Trump. Dans la politique américaine, c'est quand même, par rapport à l'Europe, c'est une continuité. Obama ne comprenait pas grand-chose à l'Europe non plus. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Et on voit que les rapports de force mondiaux changent. C'est-à-dire que pour les Américains, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe en Chine, beaucoup plus qu'en Europe. Et donc, c'est à nous, Européens aussi, de montrer qu'on peut être une puissance un peu plus forte. Donc, ce que vous dites, c'est qu'entre Biden et Trump, il n'y aura pas beaucoup de changements, à part les tweets qui n'arriveront pas la nuit. Non, il y aura il y a déjà eu du changement, retour dans l'accord de Paris, l'accord sur le nucléaire iranien, et je pense qu'il y aura des relations beaucoup plus multilatérales avec l'Union européenne, notamment, j'espère, en matière de commerce, parce que ce qu'il y a, c'est que Trump, quand il est arrivé, il ne comprend pas le multilatéralisme, donc lui, quand il voulait faire des accords, il voulait faire de manière bilatérale, de pays à pays, sauf qu'il a fallu que l'Europe lui explique, non, le commerce, ça se fait à 27, à 28 à l'époque et à 27. Donc ça, évidemment, c'est un changement, ça sera beaucoup mieux avec lui, mais je pense que cette crise a révélé, et je pense que vous serez d'accord, que nous, Européens, devons beaucoup plus nous prendre en main pour avoir notre futur en main. Asito Kanko, ce n'est pas votre tasse de thé non plus, Donald Trump. Il faut dire que vous êtes membre de la Commission pour les relations avec les États-Unis, ici au sein du Parlement européen. C'est une certaine violence, notamment un sexisme de Donald Trump qui vous agace, qui vous irrite, qui vous inquiète? Je pense que maintenant Donald Trump c'est terminé, donc il n'est plus là. Et c'est vrai que je n'ai jamais apprécié sa violence verbale et son sexisme. Et je me disais que c'était triste pour lui que la nuit, tout ce qu'il ait à faire, c'est vraiment d'envoyer des tweets. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont plein d'autres choses à faire, quoi. Ce qui est triste, c'est que l'Union européenne n'a même pas besoin d'un mauvais président américain pour être divisé et incapable. Aujourd'hui, on n'est pas capable de résoudre la question migratoire. On produit des papiers, on produit beaucoup de documents, mais en réalité, on n'a pas d'impact. Et cet impact-là, c'est pour ça que moi, je suis là aussi. J'ai envie qu'on y arrive. Alors, je disais que vous dénonciez le sexisme de Donald Trump. Je rappelle au passage que vous avez publié un livre, vous en avez publié plusieurs, un livre qui s'intitule « La deuxième moitié, plaidoyer pour un nouveau féminisme ». C'est quoi le nouveau féminisme? Le nouveau féminisme, c'est que le fait que j'adore porter des chaussures rouges avec un beau talon, j'aime bien porter une robe avec un décolleté, j'aime bien porter des vêtements qui, à mon sens, sont très féminins. Je me sens être femme, je ne dois pas me déguiser en mec pour avoir les mêmes droits. Et je trouve que toutes les femmes doivent s'accepter. Chacun doit pouvoir assumer son style. Vous voyez, quelqu'un comme Angela Merkel a son style, ce n'est pas le mien, par exemple. Et donc, on doit pouvoir assumer sa féminité et également être égal. Deuxièmement, le féminisme, ce n'est pas une question uniquement réservée aux femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent aussi le droit des femmes à l'égalité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est ensemble avec les hommes et les femmes qu'on va y arriver. Ce n'est pas une guerre des femmes contre les hommes. Très bien. Merci Asita Kanko, merci Nicolas Vado de vous être arrêté à Station Europe. Je rappelle vos livres, Nicolas Vado, tous confinés, et bientôt il y aura un tous vaccinés qui va sortir. Ce sera pour le 20 avril, je pense. Le 20 avril, voilà. Et puis bien sûr, les années Trump. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe ici au Parlement européen d'avoir réalisé cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.